à tous et ravie de vous retrouver, puisqu'effectivement ça fait pas mal d'années maintenant qu'on se rencontre. Alors comme disait monsieur, on avait déjà discuté de look, on a déjà discuté des nouvelles distances qui semblent nécessaires dans la famille quand l'ado paraît, mais à chaque fois, moi j'ai été marquée dans les débats par l'apparition d'interrogations, d'inquiétudes, pour pas dire d'angoisse, que je qualifierais d'hors-sujet. C'est vrai que c'est un terme très prof, ça, mais bon, d'hors-sujet. Qu'est-ce que j'ai entendu en effet dans la salle de manière assez récurrente depuis qu'on a commencé ces conférences? C'est des interpellations d'un conférencier venu parler de toute autre chose, donc, sur le rapport des jeunes aux écrans. Souvent, j'entendais, ils ne décrochent pas, ils sont dépendants, jamais sans leur portable, sans leur ordi, ils ne jurent que par leurs jeux vidéo, n'est-ce pas dangereux, je crains que, je suis choquée par. Donc, effectivement, on peut se dire que vous êtes un peu dans l'air du temps quand même. Hein. Pas une journée se passe sans qu'on ait un article qui va scruter un petit peu les ados internautes. Alors, quand on analyse un petit peu cette presse, on s'aperçoit qu'il y a des versions plutôt horribilus, que j'appelle horribilus, à savoir... ils sont sur des sites violents, ils montrent leur sein à des inconnus, ils se font pirater leurs comptes, ils se nuisent, ils s'exposent. Mais on trouve aussi des versions plus bisounours, disons. À savoir, la pratique des médias sociaux améliore l'estime de soi, diminue les difficultés psychologiques, augmente les activités sociales. Alors effectivement, quelle version s'en tenir, hein? Est-ce que la bonne analyse ne relève peut-être pas du juste milieu, de l'entre-deux finalement? Donc je pense qu'effectivement il est temps, une bonne fois pour toutes, de se pencher sur cette question des écrans, de faire le point sur cette intrusion finalement des écrans dans le quotidien des ados et donc des familles, mais aussi des structures jeunesse que je rencontre souvent et qui me font part du fait que aujourd'hui ils n'accueillent plus simplement des enfants, mais des enfants avec leurs prothèses technologiques collées au corps, avec leur smartphone qui peut évidemment les emmener bien loin de l'espace-temps du centre de loisirs. Alors les classiques moqueries, voire insultes, taquineries, voire harcèlement, mots d'amour et mots violents se répandent sur la toile et ne restent plus confinés finalement à la petite boulette de papier ou autre graffiti qu'on pouvait retrouver sur les murs ou dans les classes. Alors, autre question, que faire de cela? Comment s'en sortir en tant qu'éducateur? Quelle posture adopter? Alors l'affiche de la conférence stipule « Mon ado », affiche réalisée par les étudiants du Master Communication et Génération, comme chaque année, donc je vous remercie vivement pour la collaboration, a stipulé « Mon ado, son réseau ». Alors non que les réseaux sociaux soient étrangers aux adultes, mais que les adolescents effectivement semblent y prendre plus grand, plus fort, plus long plaisir. Pour eux, être connectés, visiblement, c'est vital. Hein, la connexion relève un peu de la respiration. Être sans réseau, c'est une petite mort, c'est ne pas savoir ce qui est en train de se dire, donc c'est être coupé du monde, bref, c'est invivable. Alors, savoir pourquoi c'est si précieux pour eux nous aidera peut-être déjà à faire le clair. Quelle fonction jouent ces réseaux, plus spécifiquement à cet âge de construction identitaire, qui trouve-t-il de si passionnant? Mais son réseau, qui a été mis en majuscule, n'oublie pas, comme je le disais, que les adultes sont aussi sur la toile. Hein, simplement, si les plus jeunes d'entre nous y plongent les deux pieds et la tête avec, sans aucune culpabilité et avides au contraire de nouveautés, les adultes, c'est un grand classique, ont tendance à être critiques et à sortir les griffes face à toute innovation communicationnelle. Hein, un adulte s'effraie naturellement de ce qu'il ne maîtrise pas, préfère a priori les médias qu'il connaît et craint systématiquement le pire pour ses enfants, perçus traditionnellement comme plus vulnérables. Alors il reste quand même que le temps passe et que cette fameuse génération Y, c'est-à-dire la génération nette, les digital natives comme on dit, a grandi et elle a aujourd'hui entre 18 et 30 ans. Donc ce sont des adultes pour nos collégiens, arrivés après,
et qui viennent après et qui, eux, n'ont pas grandi avec, mais sont carrément nés dans les technologies. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la spécificité de ces collégiens vis-à-vis de leurs aînés déjà branchés. J'aurais tendance à dire, moi, la précocité de leur entrée en Facebook attitude. Hein, les 20 ans ont en effet des fois le sentiment d'être déjà eux-mêmes ringards et assez ébouriffés par les pratiques de leurs cadets. Alors, rien que du classique, me direz-vous, dans une société qui tire les petits toujours plus vite, toujours plus haut, une société qui accélère comme ça le rythme, bien loin de les laisser, de favoriser finalement le temps de l'enfance, mais au contraire, de les blackbouler très vite, de les précipiter, je dirais, dans le secteur adolescent, dès les couches culottes. Donc j'attends effectivement avec impatience le lancement sur le marché des couches culottes sexy en diable, la couche culotte string. Donc, les petits, eh bien, ils répondent en toute logique. La jeunesse a toujours ça de fascinant, qu'elle est directement connectée aux turpitudes de son temps. Donc, elle est toujours in. Donc, du coup, ils répondent en réclamant effectivement leur portable dès la maternelle, dès la primaire, mais bientôt dès la maternelle, ça va venir. Et ils sont sur Facebook dès 8 ans, pour certains. Alors, me direz-vous, c'est étonnant, parce que Facebook, c'est quand même interdit au moins de 13 ans. Ouais, donc effectivement la virtualisation permet tous les déguisements et un ado de 14 ans, gringalé, appareillé, boutonneux pour faire des clichés, de se métamorphoser en un de 16, costaud, bronzé, musclé, au sourire extra-braille pour faire dans le cliché inversé. Alors qu'en penser ? Qu'en craindre n'y a-t-il pas des bénéfices finalement à se créer comme ça un avatar, un autre virtuel, bien plus civilisant que l'image qu'on a généralement de soi dans la vraie vie. Alors moi j'ai plutôt tendance de mon côté à me poser une autre question, comment est-ce possible que ces accès aient été autorisés finalement par les parents si tôt? Et au passage, autre question, est-ce conseillé, recommandé, à éviter? Si c'est à éviter, pourquoi? Et surtout, est-ce que c'est encore possible quand les 3/4 des copains y sont déjà? Donc on se prend quelquefois en tant que parents à haïr effectivement les parents des autres enfants, à perdre finalement nos propres repères d'adultes, à se demander mais est-ce que je suis à côté de la plaque, dépassé, boulet, lourd, qu'est-ce qui se passe? On se prend aussi à céder pour avoir enfin la paix, ou pour résolument vouloir rester dans la catégorie des parents cool. Toujours est-il que l'ordinateur déboule dans les foyers. Alors, acheté souvent pour l'école, c'est un grand classique de l'entrée en 6e, par des parents confiants quant aux possibilités de faire des recherches sur Périclès. C'était un petit clin d'œil sur l'art pictural de la Renaissance, mais aussi pour l'accès possible aux divers compléments alimentaires scolaires, divers et variés. On n'en fait jamais trop. Mais l'enfant, par essence, est raisonnablement, je dirais, sérieux et profondément ludique. Alors le parent passe vite de confiant à contrarier, gêné par les usages effectifs des enfants, au final effectivement beaucoup plus ludiques, donc les jeux en ligne, musicaux, vidéos, YouTube et autres Deezer, et communicationnel pur, un seul but, parler à mes copains, même si je les ai quittés il y a 2 secondes, ça c'est pas le problème. Alors, encore gentil, me direz-vous. Donc, en général, on se fait une raison, on s'en remet, on change son fusil d'épaule, et on se contente de limiter le temps passé en déclarant doctement les devoirs d'abord. Ça tourne souvent, ou nettement moins drôle, quand on constate que notre petit ange est allé sur des sites pornographiques. Quand nous saute aux yeux une photo découverte par hasard, ou en farfouillant consciencieusement et frénétiquement dans les historiques. Donc, autre question à notre conférencier. Est-ce qu'on doit, comme ça, violer quelque part son intimité numérique? On découvre donc une photo de notre bébé si pudique au quotidien dans une tenue digne de la fille du Lido. Deuxième catégorie. Fille du Lido. Alors, grand classique cette fois-ci. Je dirais du passage, on va dire, à la 4e, où on commence sérieusement à prendre distance, à s'émanciper quelque part des référents parentaux.
Alors cela en attendant, grand classique, je dirais, du passage au lycée, on va dire, préparez-vous, les vidéos qui circuleront évidemment sur leur soirée arrosée et pourquoi pas dépoilée. Alors dès lors, on s'affole, on panique, on culpabilise, peut-être aussi un petit peu d'avoir laissé si facilement s'insérer l'ordi au cœur des chambres. Et de tels réveils amènent en général 3 mots fort connus dans le champ des médias: protection, contrôle, danger. Et toutes les questions qui vont avec, à savoir, la censure est-elle la solution? Que faire? Comment se positionner? Quelles limites formuler? Mais tous ces repérages un petit peu temporels évoqués, la 6e, la 4e, la seconde, sont pointillés, évidemment, puisqu'ils auront le droit, quand ils auront le droit en tout cas de sortir et de faire des teufs à 10 ans, nous pourrons revoir ce calendrier référentiel. Vous me sentez bien arrivé depuis le début, cette question de remontée et de précocité qui peut éventuellement préoccuper. Donc on peut se demander effectivement, est-ce que cette arrivée précoce dans ce qu'on appelle l'entre-soi générationnel, pour faire clair, il y a que les copains qui comptent, qui s'accompagne un petit peu d'une volonté logique de distanciation du monde des adultes. Et cette notion de distance m'amène alors à une autre série de questions. Est-ce que effectivement être né avec induit automatiquement chez les enfants maîtrise et distanciation intellectuelle, justement? Est-ce que ces adultes, digital migrants cette fois-ci, est-ce qu'on est encore crédible aux yeux de notre progéniture génétiquement numérique? Est-ce que, au contraire, on doit, envers et contre tout, se charger d'une éducation aux médias et laquelle? Alors, pour finir sur son réseau que les étudiants mettent en avant, c'est aussi là pour signifier que, effectivement, les adolescents ont tendance, en toute adolescence, je dirais, à vouloir fonder un jardin secret, interdit aux adultes et plus spécifiquement à ceux qu'ils fréquentent au quotidien, ceux qu'ils pratiquent au quotidien. Alors c'est un peu paradoxal, effectivement, dans un réseau a priori ouvert à tous, mais possiblement réservé, grâce à ce système d'amis, amis d'amis, acceptés ou refusés, en tout cas bien comptabilisés, puisque gloire à celui qui en aura le plus grand nombre. Alors au-delà de ces nouveaux contours étranges donnés à l'amitié, est-on vraiment ami avec quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, avec quelqu'un qu'on peut faire disparaître comme ça d'un simple clic? Télérama titrait en décembre dernier « J'ai rencontré mon fils sur Facebook ». Il devait y avoir un point d'exclamation d'ailleurs. « J'ai rencontré mon fils sur Facebook ». Alors c'est un clin d'œil bien évidemment au site de rencontre, et notamment à la mauvaise rencontre, qui prend souvent la forme pour les parents du prédateur sexuel tapé au fond de la toile, prêt à bondir sur sa proie innocente. Et la revue se demande à ce moment-là si l'on peut partager un espace virtuel avec des ados qui nous trouvent déjà collants dans la vie. Alors j'ajouterais pour ma part qu'ils cherchent peut-être justement à ne pas nous y voir. Donc autre question que je me pose, est-ce que effectivement mamie, tonton et petit frère sont les bienvenus? Est-ce que ce n'est pas sidérant finalement de s'afficher ami avec ses parents, ses enfants, mais aussi avec son animateur, avec sa prof? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'impudique de partager comme ça cet espace copain avec cet espace famille? Donc ça fait pas mal de questions pour Monsieur Tisseron, que je remercie effectivement moi aussi très chaleureusement d'être là. Alors effectivement, pédopsychiatre, grand spécialiste des images, mais entre autres, vous me disiez que j'allais le présenter précisément, ce serait trop long. En tout cas, un expert effectivement de ce rapport aux images. Alors, avant d'écouter son précieux éclairage sur toutes ces interrogations et bien d'autres, parce que j'imagine que vous avez plein d'autres questions dans la tête, je vais laisser la place pour 6 petites minutes aux enfants eux-mêmes. On a souvent besoin, nous, de laisser une petite place aux premiers concernés, que Manon, Laura et Charlotte, filles de la génération Y et du master, au passage, ont eu la gentillesse d'interviewer pour nous ce soir, et j'en profite donc pour leur tirer à elles aussi mon chapeau pour le temps qu'elles ont accepté de consacrer à cette récolte et mise en forme de cette parole in vivo.